Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir, donc à la demande de l'Institut des Afriques, qui organise cette table ronde dans le cadre de la 6e semaine donc des Afriques. Et cette table ronde, cette semaine qui porte sur les défis écologiques, et une table ronde qui est organisée en partenariat avec la MEX d'Arcachon, tous avec Vincent Paul, la MEX du Moulot, et puis la chaire diaspora africaine. Cette année, la Semaine des Afriques s'est adaptée au contexte sanitaire, comme beaucoup, hein, et donc propose un programme mensuel de manifestations culturelles, de conférences, de débats dans le cadre de cette semaine. Alors, nous sommes réunis autour donc d'une thématique ou d'une problématique, comme vous le voulez, qui s'intitule « Ne laissez personne de côté ». Ne laissez personne de côté, ça rentre aussi dans les objectifs de développement durable. Et plus précisément, une clé de lecture pour comprendre la réalité des mineurs non accompagnés. Vous avez dû, justement, en amont de cette table ronde, pour ceux qui ont reçu le lien, vous avez pu voir le petit documentaire que j'avais réalisé avec mon fils, Mayelso, à la demande de Jamel El Galari, donc, qui est éducateur, et avec les deux stars que nous avons avec nous, Armando Gioga et Landry Lekini. Voilà, donc ce film, si vous l'avez vu, va donc permettre aussi d'enrichir le débat. Alors, c'est quoi les ODD? Ça a été défini en 2015 par l'agenda 2030. Il s'agit de 17 objectifs de développement durable, ce qu'on les appelle ODD, qui ont pour mot d'ordre « Ne laisser personne de côté ». Parmi ces populations souvent laissées pour compte se trouvent en effet les mineurs non accompagnés, MNA. Quel rôle notre territoire de la Nouvelle-Aquitaine peut-il jouer à l'égard de l'accompagnement de ces jeunes? Comment les raisons pour lesquelles les jeunes quittent leur pays d'origine peuvent nous éclairer sur le chemin à parcourir pour contribuer à la réalisation de ces objectifs de développement durable, sans oublier que ces représentants de la nouvelle génération ont aussi entre leurs mains les clés d'un avenir durable pour tous. Et comment faire en sorte qu'ils se sentent représentés au sein de ces objectifs de développement durable? Et puis pour finir, quelles clés leur donner pour renforcer leur capacité d'agir et pour contribuer au changement? Voilà les quelques questions qu'on va essayer de traiter ou qui vont être les balises de notre échange, avec donc des intervenants qui ont accepté d'être avec nous pour 1 heure, 2 heures. Il y a en premier Isabelle Rigoni, qui est maître de conférence en sociologie, donc qui a travaillé sur cette question-là, qui va nous en parler. Il y a Chantal Crène, qui est maître de conférence aussi en anthropologie sociale. Je vais dire des maîtresses parce que maintenant, avec la question du genre, c'est important. En plus, il y a 8 mars, il n'y a pas longtemps. Voilà, de maîtresse de conférence en anthropologie sociale, qui a beaucoup aussi travaillé sur la question de l'immigration et notamment sur la question de tout ce qui est cuisine, je dirais plutôt, voilà, elle nous en parlera, alimentation, voilà, pour dire ça clairement. Il y a Jamel El Gadari, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été un de mes anciens étudiants au CREPS et qui m'avait demandé de l'accompagner sur ce film-là, donc qui est animateur socio-éducatif à la MEX du Moulot. Et puis on a nos deux stars, Armando Gioga, qui est ancien mineur non accompagné, mais il nous en parlera plus. Et puis Landry Lekini aussi, ancien mineur non accompagné, qui ont fait leur parcours et qui sont maintenant pas des jeunes adultes, mais des adultes, hein, à part entière. Voilà.
Et donc, si vous en êtes d'accord, bonjour Isabelle. Bonjour, le temps que je réactive mon micro. Bonjour chef, Voilà. bonjour à tous. Bonjour Chantal. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Ok, Bonjour. Pierre. bonjour Jamel. Salut cher, bonjour à tous. Ok, bonjour Armando. Bonjour tout le monde. Et bonjour Landry. Bonjour tout le monde. Ok, merci à Dana donc, de nous avoir réunis, et l'Institut des Afriques de nous avoir réunis sur ce temps-là. Alors, peut-être pour commencer, Isabelle, en deux voix peut-être avec Chantal, peut-être revenir sur les éléments d'études que tu as réalisés, notamment sur l'état des lieux des conditions d'accueil des jeunes, peut-être sur les défis des institutions françaises en ce qui concerne l'insertion des MNA, et puis après, en quoi les études de développement durable serait-il une perspective pour répondre aux problématiques de l'immigration des jeunes? Voilà, tu as 10 minutes pour nous en parler. Chaque intervenant aura 10 minutes et puis après, on lancera la discussion avec le public qui, je l'espère, participera par chat. Voilà. À toi, Isabelle, si tu le veux bien. Merci cher, merci à Dana pour l'invitation à cette table ronde qu'on aurait bien aimé vivre en présentiel, mais bon, ça n'a pas été possible. Donc on va faire pour le mieux. On va revenir un petit peu avec Chantal Crène donc sur la question des MNA et notamment sur toute l'enquête qu'on avait menée l'année dernière notamment, et puis bon, un petit peu les années précédentes aussi, mais ça a été une recherche financée l'année dernière par la chaire Diaspora africaine de Sciences Po Bordeaux et de l'Université Bordeaux-Montaigne sur la thématique des MNA, donc des mineurs non accompagnés originaires des pays d'Afrique de l'Ouest, donc des pays d'Afrique subsaharienne, en Gironde, donc tous ceux qui arrivent sur le territoire girondin. Donc cette étude, elle est disponible sur Internet, hein. On a produit un rapport qui est téléchargeable sur Internet que vous pouvez consulter. Donc on va ici reprendre les grandes lignes, on va essayer de ne pas faire trop long pour que tout le monde puisse prendre la parole aussi après. Peut-être pour introduire un petit peu la question, justement, cette question des MNA, des mineurs non accompagnés, elle suscite l'intérêt de beaucoup d'acteurs, de beaucoup de personnes, en fait, sur tous les territoires, hein, bien entendu, pas seulement en Gironde, mais un peu partout, que ce soit au niveau politique, au niveau associatif ou universitaire, avec de plus en plus d'études, de travaux, d'étudiants, mais aussi de chercheurs sur cette question. Ça suscite l'intérêt de beaucoup d'acteurs parce que le nombre de jeunes qui se présentent comme isolés et étrangers ne cesse d'augmenter, particulièrement depuis les années 2015-2016. Même si on constate un léger ralentissement depuis 2019, alors en partie lié à la... Alors en 2019, c'était pas encore la crise sanitaire, mais on constate ce ralentissement déjà qui avait cours en 2019, disons une stagnation plutôt des arrivées. Et puis évidemment, ça s'est beaucoup réduit depuis 2020 avec la crise sanitaire. En tout cas, le phénomène reste quand même relativement stable et le phénomène de ces migrations de jeunes demeure une question toujours importante et une question d'actualité, même en dépit de cette crise sanitaire, puisque les ONG aujourd'hui qui continuent de sauver les personnes migrantes en Méditerranée continuent de rapporter, de nous expliquer que leurs bateaux sont parfois remplis à un tiers de mineurs qui voyagent seuls, hein. Donc un tiers des personnes qui traversent la Méditerranée et qui sont secourues en fait par les bateaux des ONG seraient des mineurs non accompagnés. Donc c'est quand même une proportion tout à fait considérable. Mhm. Alors les principaux pays d'origine de ces jeunes, en France en tout cas, sont surtout des pays d'Afrique francophone, subsaharienne, en particulier la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, suivi du Sénégal, suivi d'assez loin par le Sénégal, mais en tout cas les trois premiers pays, c'est Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, et puis le Sénégal ensuite. Alors ces quatre pays d'Afrique subsaharienne, ils représentent à eux seuls les deux tiers des effectifs des MNA, des mineurs non accompagnés, qui arrivent en France, qui arrivaient en France en 2019. Donc on voit qu'on a une population bien identifiée, en provenance d'une région du monde, en tout cas bien identifiée. Alors en France, on estime le nombre de personnes déclarées mineurs non accompagnées à 17 000 tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, en 2018-2019, on avait à peu près 17 000 mineurs non accompagnés qui recevaient le statut. Alors bien entendu, il y a beaucoup plus de jeunes qui se présentent.
On estime qu'il y a à peu près 4 fois plus de jeunes qui se présentent, c'est-à-dire sur 17 000 jeunes qui obtiennent le statut, il y a entre 50 000 et 60 000 demandes, en fait. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui voudraient être reconnus en tant que mineurs non accompagnés, mais qui ne le sont pas, qui sont déboutés, en fait, par les associations qui sont chargées de l'évaluation de la minorité et de l'isolement. Alors en ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine, ça concerne 1000 jeunes, un peu plus de 1000 jeunes pour tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Toutefois, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, hein, parce que comme je le disais, on estime que les évaluations, les demandes de ces jeunes sont au moins 3 à 4 fois plus élevées que le nombre de jeunes qui sont effectivement reconnus mineurs non accompagnés, y compris sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et d'ailleurs, le taux de reconnaissance varie très fortement d'un département à un autre. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de la Gironde est l'un des départements qui accorde le moins facilement le statut, avec un taux de rejet d'à peu près 80%, selon les données qu'on a récoltées sur le terrain. C'est assez difficile d'avoir des chiffres officiels, en tout cas d'avoir tous les ans des chiffres officiels, mais en tout cas les données qu'on a récoltées sur le terrain montrent qu'il y a à peu près 80% de taux de rejet en première instance. Alors après, les jeunes, un certain nombre de jeunes, beaucoup de jeunes font recours, mais en tout cas les premières décisions sont surtout des décisions de rejet. Et d'ailleurs, en 2019, seulement 16% des jeunes auraient été reconnus mineurs non accompagnés à l'issue de leur évaluation en Gironde. Donc on est même au-delà des 80% de rejet. Donc on observe quand même un durcissement, que ce soit en Gironde, mais aussi dans beaucoup d'autres départements, un durcissement ces dernières années en termes de reconnaissance du statut de MNA, qui s'inscrit dans une tendance plus générale, alors au niveau régional ici en Nouvelle-Aquitaine, un durcissement qui a été montré notamment déjà dans le rapport du CESER, qui est le Conseil économique, social et environnemental, qui a donc publié ce rapport, si je ne me trompe pas, en 2017, et qui montrait déjà qu'il était de plus en plus difficile d'obtenir ce statut de mineur non accompagné. Alors une partie des acteurs politiques, départementaux, et puis des acteurs de terrain aussi, justifie cette sévérité par le fait que nombre de ces jeunes seraient en fait des majeurs déguisés. Sauf que lorsque ces jeunes déboutés déposent des recours devant la justice, lorsqu'ils sont déboutés et qu'ils déposent un recours, la plupart d'entre eux sont finalement reconnus mineurs non accompagnés. Donc on le voit que beaucoup obtiennent gain de cause au final, mais qu'il faut quand même en passer par des procédures de recours. Et surtout, on voit que le prix à payer pour ces procédures de recours, c'est quand même une attente de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Et on a observé, c'était pas un cas isolé, sur le territoire girondin, mais on l'a aussi vu dans d'autres départements, des jeunes qui attendaient jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi pour obtenir leur statut et donc pour être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est vraiment un handicap pour ces jeunes dont le temps est compté, car c'est un temps pendant lequel leurs droits fondamentaux, alors leurs droits en tant qu'être humain, mais aussi leurs droits en tant que mineurs à protéger, sont mis à mal. Alors, d'un point de vue quantitatif, si on cumule, et j'en terminerai là-dessus pour les chiffres, si on cumule l'ensemble des prises en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le département de la Gironde, aujourd'hui, en tout cas pour l'année 2019, c'est les derniers chiffres dont on dispose, un total de exactement 1279 jeunes, donc presque 1300 jeunes, étaient concernés, étaient protégés donc par l'aide sociale à l'enfance, parmi lesquels un peu moins de 500 sont des MNA et près de 800 sont d'anciens MNA qui bénéficient d'un contrat jeune majeur. Alors le contrat jeune majeur, petite parenthèse, il n'est pas octroyé, disponible dans tous les départements, mais en tout cas le département de la Gironde continue de le donner à d'anciens MNA de façon à pouvoir continuer un suivi éducatif et les accompagner jusqu'à leurs 21 ans. Donc le contrat jeune majeur, il concerne des anciens MNA ou des anciens, pas seulement MNA d'ailleurs, tous les jeunes qui dépendent de la protection de l'enfance, de façon à les accompagner lorsqu'ils sont jeunes adultes sur la période 18-21 ans. Donc ça, c'est très bien que ça perdure en Gironde.
Alors, surtout, ce qui nous a intéressé avec ma collègue Chantal Crène, ce sont surtout les aspects qualitatifs, hein. Je vous ai parlé des chiffres jusque-là, mais les aspects sur lesquels on voudrait quand même insister ce soir, c'est les aspects plus qualitatifs qui nous intéressent en tant que moi sociologue et en tant qu'anthropologue pour Chantal. C'est-à-dire les conditions sociales de vie ou de survie, on pourrait dire de survie, hein, de ces jeunes et l'accès au droit, la question de l'accès au droit. Alors ce soir, on va essayer de faire court en présentant quelques principaux points de vigilance afin de ne justement pas laisser ces jeunes de côté, tels que le préconisent les objectifs de développement durable, car ces jeunes, comme tous les jeunes, hein, les MNA sont notre avenir, l'avenir de l'humanité et celui de notre monde commun. Alors, parmi ces points de vigilance, on va surtout en citer trois. C'est d'abord le logement, ensuite l'éducation et la scolarisation, et puis ensuite je laisserai la parole à Chantal pour parler des questions d'alimentation. Alors, sur l'accès au logement, ça c'est vraiment un point important, puisque lorsqu'ils sont reconnus mineurs non accompagnés, les jeunes les plus vulnérables sont souvent placés en famille d'accueil, tandis que les autres vont généralement en foyer, en hôtel ou en appartement diffus pour les plus autonomes. Alors, si certains de ces placements posent parfois problème parce que certains accueils se sont parfois montrés assez maltraitants, parce que dans certains hôtels aussi, il y a des conditions sanitaires assez déplorables et de l'insalubrité, néanmoins, l'écueil principal, c'est quand même celui de l'hébergement des jeunes qui sont en recours, c'est-à-dire des jeunes qui ont été déboutés en premier lieu et qui ont déposé un recours pour pouvoir être reconnus MNA. Et ces jeunes-là, ils ne sont pas du tout pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, en tout cas pas tant qu'ils sont déboutés et pas tant qu'ils sont en procédure de recours. Et ces jeunes-là qui sont en recours, ils n'ont pas du tout d'autre solution que le squat finalement. Ou au mieux l'accueil dans des foyers hébergeants, hein. Il y en a quelques-uns sur Bordeaux, mais en tout cas, beaucoup de ces jeunes n'ont pas d'autre solution que d'aller en squat. Alors évidemment, sur Bordeaux, comme dans beaucoup de grandes agglomérations, des squats ont été et sont toujours dévolus spécifiquement à ces jeunes qui sont en recours, et qui ne sont pas mis à l'abri pendant leur période de recours. Alors on a connu sur Bordeaux, par exemple, la Ruche ou le For Life, et bon, ces squats ont fermé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le Cabaco, hein, qui existe et qui est le seul squat spécifiquement dédié aux MNA, particulièrement à ceux qui sont en recours. Donc ces squats et les personnes qui organisent ces lieux sont bien connus des collectivités locales et territoriales, de la mairie, du département, de la préfecture aussi, mais toutefois ils ont quand même beaucoup de mal à faire entendre leur voix, à dialoguer avec les institutions, et généralement ils se heurtent à des murs qui paraissent assez infranchissables. Alors certes, la nouvelle majorité municipale à Bordeaux tend vers davantage d'ouverture, hein, on l'a vu à travers des motions, des déclarations récentes, mais les services de l'État, qui sont normalement les seuls compétents en matière d'hébergement, continuent à demeurer largement inflexibles. Donc ça, la problématique de l'hébergement est tout à fait essentielle. Après, il y a une deuxième problématique qu'on voulait mettre en lumière, c'est l'accès à l'éducation et à la scolarisation. Les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour assurer des parcours individuels de jeunes sécurisants, hein, en matière d'accès à la scolarisation, à l'éducation, à la formation. D'abord, lorsque ces jeunes sont reconnus MNA, les perspectives éducatives varient beaucoup en fonction de l'accompagnement dont ces jeunes bénéficient dans les structures qui les hébergent. C'est-à-dire qu'en fonction des structures et en fonction des organismes qui les accompagnent, on a des travailleurs sociaux, des éducateurs qui sont tenus d'assurer un suivi socio-éducatif, mais qui sont plus ou moins débordés. C'est-à-dire qu'en fonction des structures, on a des éducateurs, des travailleurs sociaux qui vont accompagner entre 8 et 10 jeunes, et puis dans d'autres structures, on a des travailleurs sociaux qui vont en avoir plusieurs dizaines à leur charge. Donc évidemment, là, la disponibilité des travailleurs sociaux va beaucoup varier en fonction des endroits, des organismes qui les emploient. Donc ça pose quand même problème, parce que tous les jeunes qui disposent du statut de MNA ne sont pas du tout accompagnés de la même façon. D'autre part, toujours en matière de scolarisation,
les plus jeunes et les mieux scolarisés dans leur pays d'origine, ceux qui étaient mieux scolarisés dans leur pays d'origine, vont rejoindre en France des établissements scolaires dans lesquels ils vont bénéficier de dispositifs adaptés, c'est-à-dire des dispositifs dans lesquels ils vont pouvoir acquérir la langue française ou s'améliorer en français. Mais en revanche, la situation est particulièrement complexe pour les jeunes qui sont âgés de plus de 16 ans. À partir de 16 ans et au-delà, on n'est plus dans l'obligation scolaire, puisque vous savez certainement qu'en France, l'obligation scolaire concerne tous les jeunes maintenant à partir de 3 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans. Au-delà de 16 ans, la question se pose. Alors, il n'y a plus d'obligation scolaire, mais en revanche, ce qui est important de bien avoir en tête, et ce que parfois les acteurs sur le terrain ignorent, c'est que ces jeunes, au-delà de 16 ans, demeurent toujours titulaires du droit inconditionnel à l'éducation, qui est énoncé par la loi en France, hein. C'est-à-dire que même s'il n'y a plus d'obligation scolaire après l'âge de 16 ans, il y a néanmoins un droit à l'éducation pour tous. Et ce droit à l'éducation, c'est un principe vraiment fondamental et inconditionnel, c'est-à-dire que quelle que soit la situation administrative des personnes, quelle que soit la régularité ou l'irrégularité de leur séjour, ils doivent pouvoir poursuivre une scolarité et une formation en France. Alors, à l'instar de d'autres académies, l'Académie de Bordeaux a récemment créé des dispositifs spécifiques pour ces mineurs non accompagnés, ces grands mineurs d'âge lycée, et notamment pour les MNA d'âge lycée qui ont été peu scolarisés antérieurement dans leur pays. Ce sont les dispositifs FLE pour français langue étrangère. Alors, il y a beaucoup de dispositifs, hein, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, il est intéressant de savoir que ces dispositifs FLE sont financés sur des fonds européens et permettent à des MNA d'âge lycée, donc généralement de plus de 16 ans, enfin à partir de 16 ans, d'être scolarisés dans ces dispositifs qui vont leur permettre d'acquérir plus rapidement la langue française. Toutefois, on constate quand même que les plus âgés de ces jeunes et les moins bien scolarisés dans leur pays d'origine tendent, en matière, si on regarde un peu dans quelle filière ils sont scolarisés, ils tendent quand même, ces jeunes parmi les plus âgés, à boucher les trous des filières professionnelles en manque d'élèves. C'est-à-dire que bien souvent, voilà, les écueils qu'on peut trouver en termes de scolarisation et d'orientation scolaire, c'est que bien souvent, ces grands MNA, les plus âgés des MNA, ils vont, alors par choix ou pas, quand même aller vers des filières professionnelles qui sont plutôt en manque d'élèves. Et pire encore, je terminerai là-dessus, pire encore, la situation des jeunes qui sont en recours. Alors les jeunes qui ne sont pas du tout reconnus MNA, eux, ils sont complètement écartés par l'institution scolaire, hein, par l'éducation nationale, du droit à la scolarisation. C'est-à-dire que tant qu'ils ne sont pas reconnus mineurs non accompagnés, tant qu'ils n'obtiennent pas ce statut, ils ont aucune chance, ou ils n'ont quasiment aucune chance d'aller à l'école, sauf dans de rares établissements qui ferment les yeux et qui finissent par les scolariser. Mais enfin, ces établissements se comptent sur les doigts de la main et dépendent surtout de relations interpersonnelles en fait entre des gens qui connaissent, des bénévoles notamment associatifs, qui connaissent le système, qui ont des bons réseaux et qui peuvent scolariser quelques jeunes en recours dans des établissements qui les acceptent. Mais en tout cas, plus généralement, l'ensemble de ces jeunes qui sont en recours ne peuvent pas être scolarisés. Et pendant toutes ces longues périodes qu'on appelle de vacuité éducative, parce que pendant ce temps-là, ils n'ont pas accès à une scolarisation ni même à une éducation, parce que comme ils ne sont pas reconnus MNA, ils ne sont pas non plus suivis par des travailleurs sociaux, et bien pendant tout ce temps-là, qui peut durer 1 an, 2 ans, voire plus, seules les associations tentent de pallier ces carences, notamment en proposant un apprentissage linguistique à visée d'intégration sociale, mais aussi scolaire. C'est-à-dire qu'on a seulement les associations qui vont, comme par exemple ici l'association Tremplin sur Bordeaux, qui va proposer des cours de français, des cours de mathématiques aussi pour ces jeunes qui sont en recours et qui ne peuvent pas être scolarisés. Voilà, donc pour moi, pour terminer, je dirais que le droit à l'hébergement et le droit à l'éducation sont vraiment les points centraux sur lesquels les professionnels du travail social et aussi les bénévoles associatifs insistent le plus souvent comme garant de la citoyenneté de ces jeunes. Et ces deux aspects que sont l'hébergement, le logement et puis l'éducation
constituent les pierres angulaires de la capacité d'agir de ces jeunes, hein. Tu parlais, Cher, en introduction, de comment faire pour essayer d'améliorer la capacité d'agir de ces jeunes. Et ben, pour essayer d'améliorer cette capacité d'agir, il faut déjà essayer de travailler sur de meilleures perspectives en termes d'hébergement, de logement et puis en termes d'éducation. Donc sans hébergement, sans éducation, leur capacité d'agir est bafouée, rendue quasiment impossible dans la mesure où ces manques révèlent la négation de leurs propres individualités. Et il en va aussi de même pour la question alimentaire, et notamment de l'insécurité alimentaire et de la santé. Et là, je vais laisser la parole à Chantal. Merci beaucoup. Je te poserai une question, mais je te la pose que tu la gardes. C'est quand tu dis qu'il y a des filières qui sont en manque d'élèves et qui sont remplies par les jeunes, ce serait intéressant de voir lesquelles filières, parce que c'est aussi une question qui peut être posée dans le cadre d'une future, du rapport avec l'immigration et du travail ultérieur, parce que quand on fait des filières, c'est aussi pour répondre à mon avis, à un certain marché de l'emploi. Et ce serait intéressant de voir aussi, voilà, de voir ces questions-là. Chantal, Oui, tu peux nous parler un peu, donc voilà. Merci à vous tous de m'avoir aussi invité. Merci à Isabelle pour cette présentation de notre rapport qui était très clair. Alors, je ne vais pas prendre ma parole aussi longtemps puisque je vais juste parler d'un des éléments de cette enquête, donc qui s'inscrit complètement dans tout ce que Isabelle Rigoni vient d'exposer. Et qui est donc l'accès à l'alimentation. Puisqu'en fait, si l'école, l'éducation et l'hébergement sont essentiels, vous imaginez bien aussi que l'alimentation, finalement, qui accompagne tout un chacun, je ne sais combien d'heures par jour, est essentielle, puisque c'est aussi ce qui nous permet de nous maintenir en vie, biologiquement parlant, mais aussi d'un point de vue culturel. Donc, on voit à travers tout ce qu'Isabelle a pu dire comment l'alimentation, elle reste aussi très, très dépendante de l'hébergement, des conditions d'hébergement en fait des jeunes, de ce qui leur est proposé ou imposé. Donc, en fonction, vous imaginez bien, de leur parcours et de l'évolution de leur statut juridique. Et en fait, on voit bien aussi comment ça dépend pendant la phase d'évaluation pour la reconnaissance de leur minorité, comment ils sont hébergés, l'alimentation peut vraiment varier. Par exemple, je ne crois pas que ce soit le cas maintenant, mais il y a une période où en fait ils étaient donc logés à l'hôtel et ils allaient dans des restaurants type Flunch ou dans des fast-food avec des tickets repas. Et on voit bien qu'il y a eu, je dirais, des accords aussi qui ont été passés avec les instances départementales qui ont la charge en fait de ces jeunes, avec des cantines collectives pour avoir des plateaux repas. En fait, ce qu'il faut noter surtout, c'est qu'au fil de leur parcours et de la quête de reconnaissance de leur minorité, on a remarqué sur le terrain, parce que comme le disait Isabelle, on était quand même dans une démarche ethnographique qualitative. Donc, on a fait beaucoup d'entretiens, du terrain, et ce projet qui a été financé par la chaire diaspora et l'UBM, à l'Université Bordeaux-Montaigne, s'inscrit aussi dans un projet européen qui s'appelle Food Together. Et donc, une de mes collègues et étudiantes, Sarah Marchizet, fait du terrain dans les squats à Bordeaux et rencontre ces jeunes qui sont dans des phases d'attente ou des entre-deux, bref. Et on voit bien que dans ces enquêtes, la question alimentaire, elle est vraiment vécue en sourdine. Et on l'a vu aussi parce qu'on a organisé à l'IUT Bordeaux-Montaigne des rencontres avec des jeunes MNA pendant plusieurs journées avec la licence professionnelle développement de projets culturels. Et ils nous racontaient comment en fait l'anxiété était tournée plutôt vers l'acquisition du statut juridique de MNA que vers des questions alimentaires. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque situation se posent des questions alimentaires différentes auxquelles les jeunes migrants et accueillants, donc professionnels ou non, bénévoles, doivent faire face ensemble. C'est ça, je trouve, qui est vraiment intéressant de montrer par rapport à ces questions alimentaires, c'est qu'en fait, chacun bricole finalement des réponses alimentaires sans que véritablement aucune réflexion collective ou professionnelle ne soit engagée en amont sur ce sujet.
Et pire encore, donc si les jeunes, comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, si les jeunes sont déboutés et qui déposent un recours, eh ben, en fait, ils doivent s'en remettre, comme elle le disait, aux aides des associations qui se mettent à la place des institutions publiques, en fait, pour être soutien. Et donc, la question de avoir faim, qui peut paraître complètement, je dirais, dépassée dans nos sociétés du pléthore, eh bien, en fait, avoir faim dans un pays riche, eh bien, c'est tout à fait possible et ça devient le lot quotidien de pas mal de jeunes qui vivent dans l'interstice, en fait, du droit français. Et en fait, ni majeur ni mineur, en fait, c'est la débrouille alimentaire qui s'impose et qui devient là, pour le coup, au centre de toutes leurs préoccupations. Et en fait, on voit comment l'alimentation à bas prix, à laquelle ont accès ces jeunes mineurs, n'est pas ou très peu sur le terrain remise en question par les bénévoles des associations bordelaises en général. Donc c'est intéressant hein, pour cette émission radio qui se préoccupe des questions de développement durable. On voit bien que cette question de l'alimentation, eh bien, qui finalement est présente dans pas mal d'associations, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, même des associations qui n'ont pas, on l'a vu pendant le Covid-19, je dirais prétention à s'occuper de ces questions alimentaires, se trouvent finalement à distribuer de l'alimentation. Elle ne manque pas, l'alimentation, si on va par là. Mais en tous les cas, on voit bien que cette alimentation à bas prix, qui émane donc de l'industrie agroalimentaire, elle est très peu remise en question par les bénévoles, les travailleurs sociaux, mais par les jeunes eux-mêmes. Et comme le signale une de mes collègues, Dominique Paturel, mais cette fois-ci plutôt à partir des propos de travailleurs sociaux qu'elle a récupérés dans la région de Montpellier, elle dit en fait que les dispositifs d'aide alimentaire pour ces jeunes-là sont très mal connus et très peu des travailleurs sociaux ou des bénévoles savent qui sont les prescripteurs de l'aide sociale, mais qui participent en fait à l'appauvrissement de cette population. En fait, c'est assez récemment qu'on a pu constater que certains travailleurs sociaux, et donc pendant notre enquête, et bénévoles, alors moi je me pose la question, est-ce que c'est les plus militants d'entre eux, les plus soucieux d'écologie, les plus formés en sciences sociales, les plus jeunes, qui se préoccupent de la qualité je dirais, de l'alimentation qui est délivrée à ces mineurs en devenir d'adultes. Donc, par exemple, les tickets repas pour manger midi et soir au flunch ou au kebab, boire des hamburgers servis pendant la mise à l'abri des jeunes à l'hôtel lors du confinement sanitaire du printemps 2020 inquiètent certains professionnels, tandis que d'autres sont scandalisés par l'écart qui existe entre le discours nutritionnel intense qui est tenu pour les jeunes français tandis que les autres seraient laissés à la malbouffe, en quelque sorte. Ça, c'est une travailleuse sociale qui utilise ce terme-là, amenant, bien sûr, à terme, à des problèmes de santé, de diabète, d'hypertension, etc. Donc, on voit bien que la question de l'alimentation, qui est souvent complètement évacuée, elle est au cœur de la question du durable, elle est au cœur comme disait tout à l'heure Isabelle, notre monde commun, auquel nous avons tous droit. Et en fait, on voit bien comment la question de l'insécurité alimentaire, elle ne se pose peut-être pas là où on pense qu'elle devrait être, mais en tous les cas, on s'aperçoit que la question de l'abondance, eh bien, finalement, cache et empêche beaucoup de se poser la question, finalement, d'une part d'avoir faim, qui finalement existe, et de l'autre part, de la question, finalement, de l'alimentation dans sa dimension certes nutritionnelle du bien manger, donc qui va, là on le voit bien parce que ce à quoi ils ont accès peut entraîner des problèmes de diabète, d'hypertension, etc. Mais aussi pour moi anthropologue, qui est aussi cette dimension, je dirais, symbolique. L'alimentation, elle a une dimension hédoniste, elle a une dimension sociale, identitaire, et qui en fait se pose d'autant plus pour ces jeunes vulnérables qui ont perdu leur famille. Et donc, on voit bien que là, autour de l'alimentation de ces jeunes, il y a quelque chose de central, puisqu'en fait, l'alimentation, c'est quelque chose qu'on ingère, qu'on met en soi, quelque chose d'intime, de presque psychanalytique, et qui se trouve complètement évacué parce que l'idée de remplir les ventres occupe tous les esprits, en fait. Mais en même temps qu'il y a ça, on s'aperçoit aussi qu'il y a des gens qui ont faim. Donc, en fait, on voit bien que finalement, l'aide alimentaire, elle repose sur un modèle dominant, un système alimentaire productiviste,
dont l'objectif est d'écouler la surproduction dans l'aide alimentaire, mais aussi de garder la maîtrise du marché de l'agroalimentaire. Et là, on voit comment les jeunes qui sont soit reconnus par l'institution, soit en attente d'eux, soit dans un interstice, finalement se retrouvent pris dans un système dominé par, je dirais, la surproduction et le marché de l'agroalimentaire. Mhm. Et donc, on peut dire que, pour terminer, que dans les métiers qui s'occupent de ces jeunes, montent en puissance des préoccupations de développement durable, des préoccupations d'alimentation au circuit court, et aussi je dirais, de sensibilisation de ces jeunes qui n'ont pas forcément comme idéal alimentaire celui d'une frange de la population qui serait plutôt, je dirais, symboliquement bien classée dans la société française. Donc, il est vraiment important aussi que sur ces questions alimentaires, on ne se retrouve pas à rajouter à ces jeunes une obligation supplémentaire du bien manger et sans réfléchir ensemble au système alimentaire dans lequel on se trouve et qui a un impact sur l'ensemble, je dirais, de la planète et notamment dans les pays d'où viennent ces jeunes également. Donc, je pense qu'il y a une dimension politique qui doit émerger aussi dans la formation et, je dirais, l'appropriation populaire de ces jeunes de l'alimentation auxquels ils sont confrontés dans l'aide alimentaire en France et qu'on leur impose en quelque sorte. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ces questions de développement durable, d'alimentation, et peut-être que ces métiers de bouche dans lesquels pas mal de jeunes se dirigent, eh bien, pourraient être un endroit de citoyenneté autour de l'alimentation. Ah, merci, merci. Ça tombe bien parce que justement pour revenir à Isabelle, est-ce que justement dans ces filières-là en manque d'élèves, il y aurait par exemple la filière bouche? Ton micro, ton micro. Pardon. Oui, pas vraiment en fait. En tout cas, pas sur le terrain girondin, pas en Gironde. Moi, j'ai été alors visiter notamment une filière, justement, une filière bouche, hein, qui ne manquait pas du tout d'élèves et dans laquelle il y D'accord, avait 3 mineurs non accompagnés. d'accord. Voilà, il y en a d'autres aussi. Moi, c'était sur Talence, mais je sais qu'il y a d'autres établissements aussi qui proposent ce type Mhm, de filière et il ne manque pas de monde. Pour autant, il y a quand même dans ces filières des mineurs non accompagnés parce mhm, ils choisissent ou pas, ils sont orientés mhm, parfois un petit peu mhm, sans qu'on les consulte forcément toujours bien. Mais mhm, en tout cas, certains choisissent quand même ces filières-là. Et mhm, puis, il y a vraiment un parcours de réussite exemplaire sur Bordeaux puisqu'il y a un jeune mineur non accompagné mhm, qui était en apprentissage avec Etchebest. mhm, Donc c'est un petit peu la figure de réussite ici sur mhm, Bordeaux qui a été assez médiatisée. Mais mhm. voilà, oui, oui, il y en a, mais c'est pas une filière où on manque d'élèves en tout cas. Mais est-ce que vous avez pu identifier justement les filières en manque d'élèves ou c'était juste une observation? Ben, ça dépend beaucoup des territoires en fait. D'accord, Voilà, on peut mhm, pas désigner des filières. d'accord, Ça dépend vraiment des territoires. Mais en tout cas, ce qu'on d'accord. observe vraiment quand même, c'est que les MNA qui n'ont pas forcément un projet professionnel, parce que les MNA sont des jeunes avant tout, hein, donc ils n'ont pas Mhm, forcément un projet professionnel bien construit, mhm, ils n'ont pas forcément une idée bien précise de ce qu'ils veulent faire en termes de métier après, hein, comme tous les jeunes mhm. de cet âge-là. Donc du coup, on va les orienter effectivement en fonction des places disponibles aussi, hein. Parce qu'ils D'accord. arrivent, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces jeunes, ils arrivent lorsqu'ils ont l'âge lycée, qu'ils sont scolarisés pour la première fois en France et qu'ils intègrent le lycée, Mhm, eh bien, ils vont être obligés de passer par la procédure AFELNET, hein, qui est mhm, spécifique à l'éducation nationale. Et la procédure AFELNET, elle est en 3 temps. En fait, il y a 3 périodes. Donc, il y a une mhm, première période qui est au printemps pour mhm, la rentrée de septembre. Il y a une période en septembre, alors que la rentrée a déjà commencé. Et puis, il y a mhm. une troisième période qui est au moment des vacances de la Toussaint, au mois d'octobre, mi-octobre. Donc, c'est déjà trop tard. La rentrée, ça fait déjà 1 mois et demi qu'elle a eu lieu, hein. Eh Et en oui. fait, les MNA d'âge lycée, ils ne passent jamais à la première période, parce que la première période, elle est réservée aux élèves qui étaient déjà scolarisés en France. Mhm,
Et par contre, ils passent tous soit à la deuxième période, donc en septembre, soit à la troisième en octobre. Donc ça veut dire qu'ils ratent déjà un mois et demi Ah de oui, scolarisation. d'accord, Donc du coup, ils partent quand même avec un petit handicap de départ en plus de tous les autres, par d'accord. rapport à la langue notamment, et voilà. Et donc du coup, c'est ce qui peut expliquer aussi que bah, on va les orienter, puisqu'ils arrivent vraiment en queue de peloton, on va les Mhm, orienter aussi dans des filières où on manque d'élèves. mhm, d'accord. Et justement, une des questions, c'est de savoir la proportion filles-garçons dans les MNA. Est-ce qu'on Ah bah a la une proportion, idée? Ouais. ben, De manière relative, hein. elle est en fait, il y a 96% de garçons. Donc il y a une écrasante majorité de garçons dans ceux qui arrivent et qui demandent le statut de MNA. Alors ça ne veut pas dire alors, il y a que 4% de filles en France, 4% de Mhm, filles MNA. Ça ne veut pas dire que les filles ne partent pas toutes seules. mhm, Elles partent aussi, comme les garçons, toutes seules de leur pays d'origine, mais elles arrivent moins souvent jusqu'à la mhm, France que les mhm. garçons, c'est-à-dire qu'elles sont happées par des réseaux de prostitution généralement. Alors, Mhm, mhm, il y a des garçons aussi qui sont happés par les réseaux de prostitution, hein, mais les mhm, filles mhm, évidemment encore plus. Et mhm, du coup, elles sont moins nombreuses proportionnellement arrivées jusqu'en Europe et donc jusqu'en mhm, France. Et puis même pour celles qui arrivent en France, là aussi, c'est assez compliqué parce qu'elles ne bénéficient pas forcément tout de suite. Généralement, elles sont considérées comme les plus vulnérables des MNA parce que justement, elles sont mhm, des filles. Et donc, généralement, elles acceptent quand même au statut de MNA et donc à la protection de l'enfance. Mais on a vu certains cas, très rares, mais certains cas quand même, notamment en Gironde, où des filles n'étaient pas mises à l'abri quand mhm, elles arrivaient, et on leur faisait comprendre que de toute façon, elles pouvaient être abritées par leur communauté ou par des gens qu'elles allaient trouver dans la rue. Donc on imagine bien où elles allaient terminer. Mais voilà, donc généralement, elles sont quand même protégées quand elles arrivent, mais il y a quand même quelques cas particuliers dans lesquels elles ne le sont pas. En tout cas, elles sont très mhm, peu nombreuses. mhm. Donc, au-delà, en fait, articulé à ces trois questions, logement, éducation, alimentation, la question de la santé aussi, elle est présente dans à la fois l'accueil et l'accompagnement de ces jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? D'autant plus que la question de l'alimentation, pour Chantal qui travaille dessus, participe aussi des fois aussi peut-être à l'inflation de la problématique du trauma. Parce que manger, c'est aussi une dimension affective et le fait de changer, de trouver de nouvelles modalités nutritives, de nouveaux aliments, euh, peut aussi participer à, voilà, à des problématiques au niveau de la santé. Et puis, cette quête, cette demande de ces jeunes, comme j'ai pu l'observer, à vouloir eux-mêmes aller chercher, on les voit souvent autour de Saint-Michel, dans les magasins. Et puis, ça a même posé dans certaines institutions des problèmes sur le fait que certains gamins avaient plutôt tendance à ne pas manger ce qui leur était proposé et à vouloir justement qu'on leur fasse préparer voilà, des aliments, une cuisine qui se rapproche de ce qu'ils ont connu. Donc, autour de la santé physique et mentale, mais aussi autour de l'alimentation, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors effectivement, sur les questions d'alimentation et de santé, ce que l'on a remarqué, en tous les cas avec Isabelle, c'est que il y a effectivement autour de l'alimentation des conflits qui Mhm. émergent parce que effectivement il y a une demande. D'ailleurs, on avait remarqué avec Isabelle, pas seulement à Bordeaux, hein, mais qu'il y avait des manifestations autour des hébergements de jeunes qui demandaient donnez-nous du riz, Mhm. qui en fait exprimaient en quelque sorte la première fois une revendication politique citoyenne autour de l'alimentation. Donc on voit bien effectivement, Cher, je suis d'accord avec toi, comment cet endroit-là est celui de l'interface Mhm. entre, je dirais, un monde qu'on a laissé et un monde qu'on découvre et qui nécessite une adaptation. Et on voit bien comment, justement, sur la question de santé, une des responsables de cette question-là, santé au département, nous disait qu'il y avait beaucoup de douleurs d'estomac, beaucoup de douleurs physiques
qui était ressenti justement par ces jeunes qui expriment par le corps et par des manques alimentaires finalement une certaine souffrance qui est difficilement, je dirais, comment dire, entendue parce qu'ils mangent dans des lieux où il y a une alimentation de restauration collective, où ils ont peu la main en fait sur la décision. Où ils doivent, comme les enfants, on voit la même chose. Moi, j'ai des collègues qui travaillent sur les cantines. On voit bien que la question de la restauration collective, c'est un sujet de difficulté de construction de soi et qui est renforcée par cette minorité migratoire. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est notamment avec certains lieux d'hébergement où ils ont des appartements. Ils se trouvent là justement avec la possibilité de se faire eux-mêmes la cuisine. Ils sont accompagnés par des éducateurs et on voit que là, il y a un vrai travail, je dirais, d'autonomisation alimentaire parce que des fois, c'est des jeunes qui ne savent pas du tout se faire à manger. On oublie aussi que ces garçons n'ont pas été forcément, je dirais, habitués à se faire à manger. Et donc, ils doivent aussi apprendre. Et effectivement, il y a un souci des travailleurs sociaux de pouvoir mettre en place des achats à Saint-Michel, aux Capucins, pour qu'ils puissent notamment accéder effectivement à ce qu'on appelle the soul food, la nourriture de l'âme, des goûts, des épices, des choses qui permettent aussi même si c'est réinventé, on le sait très bien, même si c'est réapproprié, mais en tous les cas, une certaine forme de créativité d'imaginaire alimentaire qui peuvent nourrir autant l'âme que le corps en fait. J'entends tout à fait ce que tu dis par rapport à ça. Mais par contre, ce qu'on a pu voir aussi quand même avec Isabelle sur le terrain, c'est que les jeunes qui étaient hébergés, notamment dans les familles des associations, il y a quand même quelque chose qui se joue autour de la cuisine, dans les familles, dans les hébergements, autour de la création, créativité, etc. Qui, notamment dans les familles de retraités, où le repas du dimanche devient comme quelque chose d'institué, les anniversaires. Et puis, ce qu'on a pu entendre aussi qui était vraiment intéressant, c'était les profs des lycées. Il y a une prof de français qui nous racontait comment, en fait, dans les bacs pro, par exemple, les jeunes qui sont aussi, par exemple, d'obédience musulmane, invitent ces jeunes-là aussi à faire la rupture du jeûne à la maison. Donc, il n'y a pas que de la misère, il y a aussi beaucoup d'en commun qui se construit autour de l'alimentation dans les familles et notamment dans les familles de Bordelais qui sont aussi de culture, par exemple, musulmane, par exemple. Donc, je pense qu'il y a, je dirais, à cet endroit-là, en termes de santé mentale et de santé physique, je pense beaucoup de création, beaucoup de créativité qui peuvent être mises en place, que ce soit d'un point de vue associatif ou d'un point de vue familial. En tout cas, moi, j'avais observé pour être intervenu souvent à Kabako, justement, sur des ateliers d'expression musicale. Je voyais comment les jeunes, mais aussi dans d'autres squats, hein, comment les jeunes, notamment africains venus du Sahel, qui ne faisaient pas la cuisine chez eux, étaient vraiment excellents dans la cuisine. Donc, dans une situation d'exil, ils étaient obligés de mettre la main à la pâte et de faire les plats, comme ils disent, de se souvenir des plats de maman. Et ça changeait carrément le rapport effectivement, à la cuisine. Je pense que c'est quand même un élément assez intéressant et qui était un élément un moment de partage avec les bénévoles ou des salariés avec d'autres. Et je crois que ça, c'est vraiment une remarque heureuse, entre guillemets, que j'avais faite. Et donc, je pense que, par exemple, toujours en parlant de Sarah Narchizet et Cécile Quilien qui ont fait un travail dans les squats à Bordeaux avec ces jeunes-là, ils ont fait un travail photographique qu'on a exposé plusieurs fois à l'IUT notamment, où en fait elles avaient intitulé justement Bienvenue chez nous, le travail photographique fait avec les jeunes autour de l'alimentation, puisqu'en fait elles s'étaient invitées au squat par les jeunes qui leur faisaient la cuisine. Et donc, on voit bien aussi comment ça peut se renverser en capacité d'agir, que d'avoir la main sur la possibilité de faire à manger. Mais sur les questions de santé, avec Médecins du Monde, ce que l'on a pu voir aussi, c'est comment la question de, je dirais, l'éducation sexuelle
La santé génésique, la santé sexuelle est aussi quelque chose de très important et sur lequel comment dire, les professionnels de Médecins du Monde sont très attentifs, puisqu'en fait, c'est aussi une construction, un devenir d'adulte qui est en train de s'opérer là. Et qui donc nécessite aussi un accompagnement en termes de protection, de connaissance de soi, de connaissance aussi des rapports amoureux, enfin, etc., qui finalement se trouvent un petit peu mise à mal aussi par une situation d'isolement. Juste pour une question qui va être une question de transition pour vous deux, donc les deux chercheuses, est-ce qu'on a des éléments d'information sur leur réinsertion, voilà, leur réinsertion après leurs études? Est-ce qu'on a quelques éléments d'information sur ce que certains sont devenus, si vous en avez rencontré, qui ont été accompagnés? Et dans quel domaine, au-delà de l'alimentaire? Oui, bah après, on n'a pas d'études générales là-dessus, hein, sur cette question-là, ça va peut-être venir. Mais en tout cas, bah, nous, ce qu'on a vu des jeunes qu'on a suivis et des associations dans lesquelles on travaille, c'est que bah, les jeunes, de toute façon, ils poursuivent leur formation, donc que ce soit effectivement dans les métiers de bouche ou dans le bâtiment ou dans d'autres secteurs d'activité, eh bien, généralement, ils vont au bout de leur apprentissage et ils obtiennent ensuite des contrats de travail, j'allais dire presque relativement facilement, parce que les patrons, généralement, sont quand même très souvent contents de leur travail, tout comme les enseignants d'ailleurs, parce que c'est des jeunes qui, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, parmi leurs projets de départ, en fait, l'une des raisons pour lesquelles ils quittent leur pays, enfin, il y a plein de raisons, hein, mais l'une des raisons, c'est notamment pour accéder justement soit une scolarisation, en tout cas une formation, et pouvoir acquérir une formation professionnelle. Donc, du coup, bah, l'objectif pour eux, c'est quand même vraiment de travailler et on le voit à travers la satisfaction des patrons. Ça a été très médiatisé ces dernières semaines avec le cas du boulanger de Besançon là, qui s'est mis en grève de la faim pour que son apprenti puisse rester en France et obtienne un titre de séjour à sa majorité. Il y a eu d'autres patrons qui ont embrayé et qui ont fait un petit peu pareil, et ça a été aussi médiatisé. Mais voilà, on le voit bien nous aussi sur le terrain bordelais, hein, généralement, les expériences sont quand même très satisfaisantes et les jeunes bah, poursuivent en fait à l'issue de leur formation professionnelle, poursuivent dans le métier qu'ils ont choisi, hein. Alors, en tout Il y a cas, ce pas de qu'on peut métier, en fait. dire, oui, tu voulais dire quelque chose, Chantal? Alors juste peut-être, cher, je Oui. voulais juste dire aussi pour terminer que on a beaucoup parlé des filières professionnelles, mais il y a aussi quelques MNA qui ont été bien scolarisés dans leur pays, qui ont un bon niveau scolaire, hein, déjà dans leur pays d'origine, et qui réussissent à aller dans des filières générales en France, donc au lycée général, hein, seconde, première, terminale générale, qui obtiennent leur bac général, c'est pas un bac pro. Déjà, ceux qui obtiennent un bac pro, c'est déjà très bien, hein, parce qu'il faut quand même avoir été bien scolarisé avant, mais certains aussi vont dans des filières générales. Alors c'est un risque à prendre, hein, parce que lorsqu'ils arrivent à l'âge de 18 ans, une filière générale, ça va pas forcément leur donner droit à un contrat de travail et donc pas forcément directement droit à un titre de séjour. Donc c'est un peu un risque, un pari, hein, qui est pris là, à la fois par les jeunes et par les enseignants qui les accompagnent. Mais en tout cas, il y en a, et c'est important de le mentionner aussi, voilà, qui souhaitent continuer dans des études générales et qui réussissent, quoi. Avec des bulletins scolaires d'excellence, que ce soit en filière professionnelle, mais aussi en filière générale. Général, ok. Alors, en tout cas, ce qu'on peut remarquer pour passer donc au général Jamel, c'est sur cet accueil et accompagnement des MNA. Si l'État souvent reste dans des positions souvent très catégoriques, qui peuvent être perçues comme arbitraires, dans une logique politique aussi qu'on peut lire entre les lignes, si les départements, dans leur versus prise en charge, ASE, font des choses, il y a quand même autour de ça toute une solidarité des associations. Et vraiment, ça, c'est important de le noter. Et heureusement qu'il y a ces militants, ces bénévoles, ces associations caritatives, philanthropes, ou quoi que ce soit, comment on puisse les nommer, qui sont à côté avec ces jeunes-là
et qui leur permettent justement une meilleure traversée. Voilà. Je pense que moi, j'avais envie quand même de dire ça parce que j'en ai rencontré vraiment des associations bénévoles, militantes, et qui le font seulement par humanisme, par humanité, et c'est quand même à saluer. Jamel. Oui. Jamel, donc tu es animateur socioculturel à MEX du Moulot. Oui. Donc c'est avec toi que le film le petit documentaire avait été fait, mais c'est Oui. la base de ton travail. Tu peux nous dire juste comment tu as rencontré cette problématique des MNA et comment ça se passe en fait dans l'accompagnement dans ta structure? Ok. Déjà, moi, pour revenir sur la question, si tu veux bien, sur la question de comment ne laisser personne de côté. Moi, j'ai entendu dans ton constat, j'ai entendu laisser pour compte. Isabelle, dans son constat aussi sur le logement, l'accès à l'éducation. Chantal, sur l'accès à l'alimentation. On voit bien que de toute façon, c'est un public qui est laissé de côté. De mon point de vue. Donc nous, à mon avis, on doit faire avec un public qui a été laissé de côté pendant très longtemps sur le plan international. Et nous, on fait avec les jeunes qui ont eu la chance d'accéder à des foyers, à un accompagnement. Mais leur histoire, leur parcours fait que ce sont des jeunes qui ont été mis de côté. Donc, pour revenir à quelque chose de plus local, à mon travail, moi je travaille à Arcachon, en MEX. Donc après, j'invite tous les gens qui se connectent et je pense que les gens qui sont autour de la table sont faits de ça, mais comment fonctionne une MEX, les conditions de placement, je ne vais pas revenir là-dessus, le rapport avec les juges, etc. Ce n'est pas la question du soir. Moi, je travaille avec 6 travailleurs sociaux. Donc, on a tous nos casquettes, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, maîtresse de maison. Moi, je suis animateur socioculturel. Déjà, toutes les MEX n'ont pas d'animateur socioculturel. Donc, je pense que c'est un premier point à noter sur nos caractéristiques et nos possibilités de travail. Moi, mon travail, c'est le temps libre avec les jeunes. C'est de me focaliser sur leurs compétences, sur leur goût, sur leur permettre d'accéder aux loisirs, à la culture, de les écouter, de les prendre en compte. Déjà, si on veut éviter que ces jeunes-là soient laissés de côté, c'est la première chose à faire pour moi, c'est de prendre leur individualité en compte, de leur laisser des espaces d'expression et de les sortir un peu de ce circuit formation, travail, titre de séjour. De leur permettre d'enrichir tout ça avec l'accès loisir, avec qu'ils puissent réveiller aussi des compétences qu'ils ont toujours eues. Moi, je pense que le parcours qui les a amenés jusqu'à nous, après Chantal et Isabelle peut-être vont pouvoir étayer mon propos, ce parcours-là, peut-être qu'il amène certains jeunes à s'éteindre ou à s'oublier ou à oublier qui ils étaient, certaines compétences, certains savoir-faire, parce que peut-être que le parcours leur demande de faire beaucoup de compromis, de s'oublier, d'être face à des traumatismes aussi qui éteignent certaines choses en eux qui sont très positifs. Alors nous, notre travail, que l'équipe, c'est de réveiller tout ça, parce que la plupart du temps, ils l'ont déjà. Et il suffit de leur proposer de jardiner, il suffit de proposer d'aller au musée, il suffit de leur proposer d'aller se promener, pour que ces jeunes nous montrent tout un tas de compétences et de qualités. Mais on va voir après avec la réaction des gens qui sont connectés, il y a sûrement d'autres travailleurs sociaux. Il faut avoir le temps de le faire. Nous, à la MEX d'Arcachon, moi, c'est mon travail de le faire, mais j'ai toute une équipe qui se mêle à mon travail et on se donne ce temps-là de le faire. On a une grande consigne, elle est un peu provoque, mais on a une grande consigne de la part de notre direction et je vais sûrement faire sourire mon équipe. La grande consigne, c'est de prendre le temps de ne rien faire avec les jeunes. Voilà, si on veut ne pas les laisser de côté, à mon avis, parce qu'on fait aussi beaucoup de bêtises, on fait aussi beaucoup de conneries, on ne sait pas tout, mais à mon avis, de mon expérience, il faut se donner ce temps-là, ces espaces de liberté-là.
avec ces jeunes. Voilà. Après, on peut aussi interroger les jeunes. Isabelle, Chantal, est-ce que ça évoque en nous certaines choses? On est là pour dialoguer. Hein. Est-ce que justement, juste Ouais. de là où tu es, je sais que bon, ils sont logés, voilà, ils sont suivis au niveau santé. Est-ce qu'au niveau alimentation, par exemple, dans ce qu'on dit, est-ce qu'il y a eu, par exemple, des éléments de conflit ou des questions qui vous ont interrogé, là, juste pour aborder cette question d'alimentation là qui semble centrale? Alors, on a deux particularités qui nous permettent encore une fois de prendre en compte le jeune vraiment et de développer leur identité. C'est que on n'accueille que 7 jeunes au sein de l'AMEX, 7 en studio individuel avec cuisine, avec chambre séparée du salon. Donc, de mon point de vue, les jeunes déjà sont très bien accueillis. On est une équipe de 7, donc il faut savoir que sur les lieux de vie, quand il y a 3-4 jeunes, c'est déjà beaucoup. Donc Isabelle tout à l'heure a évoqué les accueils collectifs. Effectivement, moi je pense à tous les travailleurs sociaux qui travaillent avec 30, 40, voire 50 jeunes. Comment on peut leur demander de passer du temps avec les jeunes, d'apprendre à les connaître, apprendre à susciter leur curiosité. Enfin, ça tombe sous le sens. Nous, on a la chance de travailler avec des petits groupes et on accompagne une vingtaine de jeunes. Et le reste du groupe est accueilli sur des appartements en ville. Donc, encore une fois, quand vous êtes accueilli en ville avec des voisins, avec des commerçants en bas de chez vous, automatiquement, vous devenez citoyen. Et automatiquement, on ne les met pas de côté, ces jeunes-là. Parce qu'ils trouvent une fonction dans leur quartier, ils retrouvent une identité. Enfin, donc, après, la deuxième question, c'était quoi? C'était savoir si on a eu des moments de conflit. Oui, non, c'était sur l'alimentation. Je pensais qu'ils mangeaient sur place et que ça pouvait être un problème. Voilà, nous, on est avec des 16-21 ans. C'est souvent les derniers placements avant la fin de de la protection de l'enfance. Donc, il faut les amener le plus rapidement possible vers l'autonomie. L'équipe les amène vers des évaluations alimentaires. Donc, on essaie de le faire le plus rapidement possible. Évaluation alimentaire, ça veut dire que le jeune fait un repas avec quelqu'un de l'équipe. Et s'il ne met pas le feu à la maison, en gros, il gagne le droit d'avoir une enveloppe et de faire ses courses et très rapidement de cuisiner. Et j'ai l'exemple d'un jeune qui n'y a pas si longtemps que ça, un jeune qui était accueilli intramuros sur nos studios, qui faisait partie des 7. Et c'est un jeune qui était, de mon point de vue, qui était éteint. Il était éteint, il n'était pas joyeux, il avait très très peu de dialogue avec nous. Et on s'est posé la question, si ce n'était pas de savoir s'il n'y avait pas un lien avec ce qu'il mangeait au sein de l'institution. On a une cuisine, hein, une cantine collective comme il y a dans les écoles. Et on s'est posé la question de l'évaluation alimentaire. On s'est dit, bon, on va tenter de l'amener plus vite que prévu. Peut-être qu'on ne le pensait pas assez autonome parce que ça a pris un peu de temps. Donc, bon, on s'est dit, on va tenter le truc. Mais je vous assure que très vite, à partir du moment où il a pu cuisiner ses plats, le gamin, il était heureux, il était joyeux. On a pu commencer à avoir du dialogue avec lui. Mais encore une fois, on a sûrement la chance de pouvoir le faire. Les jeunes ici peuvent cuisiner, ils ont assez de gens dans l'équipe pour les accompagner au début, faire leurs courses dans les supermarchés. On est véhiculé, on est à Arcachon, on est à 1 heure de Bordeaux, mais on peut très bien aller sur Bordeaux faire des courses, les accompagner au début. Super. Mais toi, ça montre bien, Chantal, l'importance de cette affaire-là. On y reviendra dans le débat, mais je pense que tu tiens là depuis le début, que je connais, que tu travailles sur cette affaire-là. Elle est vraiment centrale pour l'humanité, quoi. Donc, alors, nos deux stars là. Alors, Armando Gioca, donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu as entendu là? Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Comment ça réagit sur. Voilà. C'est toi qui choisis si tu parles de ton parcours, mais de ce que tu as entendu et puis de ce que tu es devenu. C'est libre. Alors, par rapport à ce que j'écoutais Isabelle et Chantal au début, parce que j'écoutais tout ce qu'elles ont raconté par rapport à la bouffe, par rapport à où les jeunes ils étaient placés, tout ça.
J'ai trouvé ça assez intéressant parce que, pas tout, mais une bonne partie de tout ce qu'ils ont parlé, je suis passé par là. Et je connaissais un peu l'affaire de ce qui est parlé. Pour ça, j'ai trouvé très intéressant. Et même par rapport à ce que Jamel il disait, par rapport aux jeunes qui sont placés ici à la MEX, je trouve qu'on est très très bien, on va dire, parce que comme il a dit, on peut cuisiner, on peut sortir, parce que moi j'en ai connu même des endroits où on n'avait pas forcément le droit de sortir. Et même quand on sortait, il fallait demander, il fallait remplir des papiers et tout ça. Et alors que là, on a la liberté, on peut faire ce qu'on veut. Moi, aujourd'hui, je suis assez grand et je fais ma vie, j'ai mes trucs, mais même quand j'étais mineur et quand j'étais petit, je faisais déjà ma vie, je faisais déjà mes trucs. Ce que je trouve ça très très bien. Après, il y a la partie que Jamel aussi il a parlé, la partie de sortie, tout ça. Souvent, Jamel il a organisé des trucs, pas que Jamel, mais toute l'équipe des éducs. Ils ont organisé des trucs où on a fait des sorties, on a même fait des petits voyages, des trucs très très sympas que je trouve que ça nous a pas fait la différence avec quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Je me suis vraiment senti comme quelqu'un d'ici. J'ai pas vu la différence. Tout à fait. Et sans revenir sur le film, peut-être que certains l'ont vu, mais toi, actuellement, sur quel projet tu as été et qu'est-ce qu'aujourd'hui tu fais dans la vie? Alors, moi, j'ai fini mon CAP service. J'ai fait un apprentissage de 2 ans en restauration. J'ai travaillé en restauration pendant 2 ans et demi. Là, j'ai terminé à cause du Covid parce que c'est fermé. Là, en ce moment, je travaille dans un truc agent de quai. On s'occupe un peu des colis qui arrivent, on les partage un peu, on fait ça. C'est un travail que je fais ça en attendant de la restauration. Mais après, on verra la suite. Ça se trouve, je vais reprendre la restauration. Ça se trouve, je vais changer de métier, je vais changer de voie, mais c'est à voir. Et donc, en partant de chez toi, c'était quelque chose que tu avais envisagé La comme métier? restauration, Oui. franchement, quand je suis parti de chez moi, j'ai même pas réfléchi ce que j'allais faire. J'ai rien réfléchi du tout. C'est quand je suis arrivé, quand j'ai essayé de faire des stages, des trucs comme ça, j'ai compris il y avait la plomberie qui me plaisait bien. J'ai pas réussi à le faire parce que j'ai pas trouvé de patron et c'était assez compliqué à l'époque avec les patrons et surtout sur Arcachon, c'est pas pareil que Bordeaux. Du coup, je l'ai pas fait et j'ai essayé de la restauration, j'ai essayé la cuisine, c'était pas trop mon truc. J'ai essayé le service, ben, je me suis trouvé et puis j'ai fait ça. Et je suis très content d'avoir choisi ce métier-là parce que ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses, en contact surtout avec les gens, parler avec les gens, ne pas être timide, pas... tout ça, ça m'a fait du bien. Une fois, la dernière fois, là, on s'est vu juste pour préparer le truc et tu disais que quand tu Oui, entendais MNA, oui, quand j'étais au CFA, quand on était en cours parce qu'on avait 3 semaines en entreprise et une semaine quand on était à l'école. Et cette semaine-là, quand on y allait, ben, souvent on se retrouvait en première année, on se retrouvait tous les étrangers, on va dire. On se retrouvait dans une classe où on parlait, enfin, on faisait des cours ensemble parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes comme les autres. Et souvent, les profs, ils disaient Emena. Moi, déjà, je ne savais même pas ce que c'était. Et ils disaient les Emena. Moi, je ne savais pas et je ne me sentais pas forcément dedans. Et il y avait ceux qui le savaient et ça ne leur plaisait pas forcément. Et je me rappelle même, enfin, ils étaient majeurs. Et ils disaient non, 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 madame, moi, je ne suis pas majeur. Je ne suis pas Emena, moi, je suis majeur. Mais c'est-à-dire, moi, j'étais MNA aussi, mais je ne savais pas que j'étais là. Enfin, je le savais. Je ne savais pas ce que c'était, en fait. Ok, mais je pense que les gens vont poser des questions aussi dans le chat. Alors, Landry, notre deuxième star, Landry Lekini. Donc, toi, tu viens du Cameroun. Exactement, oui. Et donc, tu peux nous dire comment tu réagis de ce que tu as entendu et puis de ton parcours et ce que tu fais actuellement. Libre. Moi, je remercie déjà tout le monde qui a participé à ce moment quand même qui est assez important pour nous et pour les autres mineurs de partout en France, en fait. Aussi,
Enfin, j'ai très bien écouté Madame Isabelle et Chantal. Madame Chantal. Mhm. Voilà. Du coup, enfin, tout comme Amando l'a dit tout à l'heure, je me suis reconnu sur beaucoup de faits, non seulement que j'ai vécu personnellement, mais aussi que j'ai pu observer chez d'autres mineurs durant mon parcours avec l'ASE. Et je tiens déjà à dire que moi, je ne fais plus partie de l'ASE, pour peut-être nos auditeurs qui nous regardent. Je suis sorti du système, ça fait déjà 2 ans, je suis totalement autonome et voilà, je vis avec ma copine sur Bordeaux. Voilà. Bon, la deuxième question, c'est de quoi, M. Cherceau? Non, non, c'était juste pour dire, si tu peux parler de ton parcours, mais en même temps, ce que tu fais actuellement, et puis pour dire comment l'accompagnement s'est fait jusqu'à ce que tu arrives à ce que tu es aujourd'hui. D'accord. Moi, déjà, je suis arrivé en France en 2016 et du coup, j'ai été prise en charge premièrement à Paris, voilà, dans les zones en fait. Et après, j'ai eu l'ordonnance de placement provisoire qui m'a redirigé vers Bordeaux, là, en fait. Arrivé à Bordeaux, c'est là où on s'est connus avec Armando. On vivait à l'hôtel Choiseul, vers Place de Tourny, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, on a fait quelques semaines là. Ensuite, on a été euh, un groupe de 36 jeunes qui avons été transférés du côté de Ostens en 2017. Voilà, et nous sommes arrivés à Ostens, c'était particulièrement délicat, c'était au milieu de nulle part et les conditions n'étaient pas réunies en fait pour qu'on puisse poursuivre notamment des études ou alors des petites formations. Du coup, c'était assez compliqué. Je me rappelle, ça avait quand même, enfin, on s'est plaint chez nos éducateurs qui étaient présents à ce moment-là. Et ensuite, avec certains jeunes, enfin pas certains jeunes, parce que nous, on était tous solidaires, on a, on a fait une petite grève de faim en 2017. Je ne sais pas si vous avez une connaissance de ces faits-là. On avait fait une grève de faim et du coup, on avait enfin été compris parce qu'il y a eu des élus du département qui se sont déplacés pour venir nous rencontrer et qui nous avaient promis que la situation allait être améliorée dans les délais assez courts. Et c'est quelque chose qui avait été fait parce qu'on était déjà resté plusieurs mois à Ostens sans formation, pour ceux qui étaient en âge d'avoir 18 ans, c'était assez compliqué parce que sans scolarité à 18 ans, c'est vraiment, pour la plupart, s'ils ne sont pas chanceux, c'est la rue qui les attend. Du coup, on avait manifesté justement pour que la plupart puissent commencer les cours ou alors des formations. Bon, chose qui avait été faite, on a été redirigé vers Mérignac, à Bordeaux. Et ensuite, nous sommes restés quelques mois là-bas. J'ai commencé des stages. J'ai fait énormément de stages pour essayer de voir dans quelle filière je voulais vraiment me lancer. Mais enfin, comme tout le temps, ce n'était pas toujours le cas parce que à peine on commençait un projet, il fallait encore qu'on soit déplacé pour une autre région, une autre ville. Du coup, ce qui faisait qu'on recommençait toujours à zéro, pour certains, pour moi. Et une fois, je suis arrivé à Cachan. Quand je suis arrivé à Cachan le jour de mes 17 ans, en 2017. Et du coup, je pense que pour moi, c'est vraiment l'endroit, c'est vraiment ici que tout est parti. C'est vraiment à partir d'ici que je me suis posé, que je me suis vraiment senti accueilli. Franchement, cette mec-ci, pour moi, reste la meilleure que je puisse connaître dans toute la Gironde. Voilà. Parce que j'ai plein d'amis qui ont été sur Bordeaux et dans d'autres villes. Et franchement, la prise en charge n'est pas pareille. Déjà, en termes on a des éducateurs qui nous comprennent, qui font tout leur maximum. Je ne dis pas qu'ailleurs, ce n'est pas le cas, mais franchement, ici,
je me suis vraiment... Enfin, après, on n'a pas toujours été d'accord sur certains sujets, comme d'habitude dans la vie en général, on ne sommes pas toujours d'accord sur tout, mais voilà, on trouvait toujours des compromis et une issue. Et donc, arrivé ici, j'ai commencé par des stages encore, pas mal, notamment des métiers de bouche. J'ai essayé des métiers de bouche, j'ai fait des stages de découverte et tout. J'ai fait aussi des stages avec des personnes âgées, la petite enfance et tout, où je me suis beaucoup plus retrouvé, en fait, on va dire. Après, j'ai passé un concours pour le métier d'assistant de vie aux familles à DVF. Du coup, j'ai passé la formation et je l'ai validé. Et aussitôt, enfin, même étant en formation où je faisais des stages et tout, ils avaient trouvé que je m'investissais énormément. J'étais dans le soin et je cherchais toujours à en connaître en fait et à faire de mon mieux. Du coup, ça s'est super bien passé. Ils m'ont pris, ils m'ont gardé. J'ai bossé avec eux. Même pendant que j'étais en formation, les moments libres, j'allais bosser. C'était aussi d'avoir un peu de sous et de continuer mon parcours. Et ensuite, aussitôt que j'ai terminé la formation, j'ai passé le concours d'aide-soignant à l'hôpital d'Arcachon. Du coup, je l'ai validé. J'ai été admis en formation et la formation, je l'ai faite et j'ai eu mon diplôme. Du coup, j'ai travaillé sur la test de bûche pendant quelques mois. Mais vu que j'étais vraiment, même aux yeux du département, j'étais totalement autonome déjà. Je parvenais à mieux à faire mes démarches. Enfin, tout ce qui concerne démarches administratives et paperasse et tout, c'est toujours assez compliqué en France parce que enfin, on ne maîtrise pas toujours. D'autant plus nous qui venons un peu d'ailleurs, c'est toujours compliqué de tout gérer en fait. Du coup, j'étais beaucoup plus assisté sur ce côté par mes éducateurs et ils m'ont toujours aidé. Moi, je sais pas comment je ferais, mais je les remercierai toujours et toujours. Voilà, je garde des très, très beaux souvenirs d'ici. Déjà, ça, je suis, enfin, non, le fait Ils sont d'être là arrivé là, derrière. non, il n'y a personne, je suis tout seul dans la pièce. Mais en fait, je suis arrivé là tout à l'heure, enfin, une sorte de nostalgie, quoi, d'être là, de vous revoir où j'étais. Ça fait énormément plaisir. De revoir certains éducateurs qui sont venus juste pour nous voir, je dire, ils ne travaillent pas. Ça fait chaud au cœur. Ça veut dire Et que, actuellement, tu fais quoi là? Tu es où actuellement? du coup, quand je suis quitté sur Bordeaux, sur Arcachon, je suis allé vivre à Bordeaux et j'ai commencé à travailler à Pélican. J'ai travaillé quelques temps et notamment après la période du premier confinement du Covid, j'ai changé de service. Je suis parti d'abord enfin, j'ai préféré travailler à côté de la maison dans un EHPAD en fait. Et du coup, je suis là-bas jusqu'à maintenant et j'ai un autre poste enfin, je travaille sur 2 endroits pour moi, à Janvière, à Bruges. Voilà. Et donc, j'essaie de cumuler les deux boulots avec les horaires que je peux et tout. Et en attendant que je puisse accumuler assez d'années parce que ce n'est pas mon projet final. Mon projet, c'est vraiment d'être infirmier. Et donc, pour cela, il faut que j'ai d'abord quelques années d'expérience. Ce qui exige le site, en fait, pour t'inscrire, il faut que tu aies quelques années d'expérience, je crois 3 ou 2 ans. Et je dois bosser ces 2 ans-là en attendant tenter ce passage-là d'infirmier. Voilà. Super. Et alors, il y a une question qui est posée, mais où Jamel ou vous pouvez y répondre à partir de votre expérience. C'est une question, à mon avis, institutionnelle. Il y a une prof qui dit, je suis enseignante sur un dispositif d'accueil pour la plupart MNA. Mes élèves sont tous à la recherche d'un apprentissage car on leur dit qu'ils doivent avoir un contrat de travail pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement ou une carte de séjour après leurs 18 ans. Alors, je sais pas. Ouais. Ouais, enfin, c'est tout à fait ça. C'est toute la difficulté, en fait, que retrouvent les jeunes majeurs, en fait, à partir de 18 ans. Parce que, en fait, avant 18 ans, on a le droit d'être scolarisé. Chose qui est pas toujours simple, mais c'est souvent le cas. Mais à partir de 18 ans,
il faut absolument un titre de séjour. Sauf que pour certains jeunes, ils ont été tellement pris en charge en retard, tellement en retard qu'ils ils ont presque 18 ans quand ils sont pris en charge. Ce qui fait qu'ils n'ont pas assez de temps pour avoir fait une formation professionnelle minimum 6 mois, chose qui est assez compliquée. Et du coup, à partir de 18 ans, ils sont majeurs en France. Il faut absolument un titre de séjour. C'est en fait contradictoire la loi sur ce côté-là, et c'est assez compliqué vraiment pour les jeunes majeurs. Mais c'est le cas en fait. On demande toujours un titre de séjour ou alors faut toujours batailler. Tu voulais dire quelque chose, Isabelle? Ouais, excuse-moi, je sais que j'ajouterais juste que même pour les jeunes aujourd'hui, on voit de plus en plus le cas de jeunes qui ont des contrats d'apprentissage et qui ont suivi des formations professionnelles et qui n'obtiennent pas de titre de séjour de la part de la préfecture lorsqu'ils ont 18 ans. Ça, c'est vraiment problématique, hein. Donc, la situation est de pire en pire, en fait, hein. Même les jeunes qui ont suivi un parcours, une formation exemplaire, qui ont des contrats auprès de patrons, des promesses d'embauche, ils n'obtiennent pas du tout systématiquement un titre de séjour à leur majorité. D'ailleurs, c'est l'une des questions qui est posée. Après une prise en charge en tant que MNA par l'ASE, quelles sont les différentes possibilités pour rester en France? Ah, ça renvoie aussi à ça, quoi. Mais bon. Ben, en fait, titre de séjour étudiant, s'ils poursuivent des études, ou un titre de séjour pour raison professionnelle s'ils ont un contrat de travail, enfin. Mais en tout cas, on est dans une position complètement schizophrène en France, et puis bon, c'est un peu pareil chez nos voisins, hein, mais en France notamment, où on va financer finalement, parce que lorsque ces jeunes ont été pris en charge pendant plusieurs années par l'aide sociale à l'enfance, on va financer quand même leur prise en charge, leur accompagnement, et puis tout d'un coup, à leurs 18 ans, la préfecture va dire: ah ben non, c'est plus possible, vous pouvez plus rester là. Enfin, c'est complètement fou quand même. On va financer des études, une prise en charge en termes d'hébergement, prise en charge sociale en général, et puis tout d'un coup, 3 ans après, ben, on va leur dire: ah ben non, c'est pas possible, vous pouvez pas rester. Mais enfin, c'est complètement illogique, même d'un point de vue de la logique politique, hein. C'est complètement illogique. Et comment justement Chantal et Isabelle vous surréagissez aux propos de jeunes, parce qu'ils viennent à la fois, voilà, confirmer ce que vous dites, mais est-ce que vous avez ou des questions ou vous leur réagissez ce qu'ils ont dit, ou leur posez des questions? Ben, moi, si Isabelle, tu veux bien que j'en pose une, j'en poserai bien une. Enfin, à chacun, j'ai senti qu'il y avait de l'émotion et des choses très intimes qui se jouent autour des mecs, là, enfin d'Arcachon en tous les cas. Oui. Et donc, il y a aussi quelque chose autour donc de l'attachement, de l'affect, de la liberté aussi. C'est Armando, hein, qui a parlé du fait qu'il pouvait bouger, qu'il n'était pas surveillé, etc. Et donc, vous allez dire que je suis obsédée par l'alimentation, mais justement, comment ça s'est joué pour vous deux, cette question alimentaire, quand vous avez été logés là? Est-ce que ça a été un moment important de pouvoir vous faire à manger ou pas? Est-ce que vous pouvez tous les deux revenir un petit peu là-dessus? Oui, Alors, vas-y, Amanda, commence. vas-y, je t'écoute. Et alors, enfin, moi, je suis arrivé, ensuite Amanda est arrivé quelques temps après moi. Du coup, quand je suis arrivé, en fait, et pour tous les jeunes qui arrivent, en fait, avant que le processus ne soit mis en place, il y a une cuisine là, juste dans l'établissement qui fait des repas pour notamment le personnel et aussi pour les enfants qui y vivent. Du coup, enfin, pour un petit laps de temps, je ne peux pas dire que nous sommes contraints. En fait, on mange d'abord là les repas qui sont faits et fournis là directement. Et sachant que les jeunes ne sont pas forcément ils sont pas mis ensemble dans les mêmes pièces. C'est vraiment individuel. À partir, enfin, surtout les services des juniors, les plus grands, c'est vraiment de façon individuelle dans ton petit studio et tout. Et ensuite, maintenant, pour les plus autonomes, pour les jeunes les plus autonomes qui montrent une certaine responsabilité vis-à-vis
bien matériel autant qu'avec des personnes qui sont aux alentours. Mais il y a une sorte, en fait, ici, ça fonctionne par la confiance surtout. C'est ce que j'ai remarqué ici à la maison. On fonctionne surtout par la confiance. En fait, les éducateurs observent et jugent que ce jeune est apte, par exemple, à gérer un budget ou alors à se faire des plats. Et si je me rappelle bien, on avait, je sais pas, je pense 280 € tous les mois pour se faire manger. Ce qui faisait qu'il nous habituait à gérer les sous. Ils ne vont pas vous donner les 280 € d'un coup. Parce qu'on sait très bien que étant jeune, on va vouloir acheter n'importe quoi et tout. Ce qui fait que c'était vraiment par semaine. Et ils nous accompagnaient. On choisissait nos aliments et tout. Et ensuite, on remettait le... Et alors justement, Oui. c'était quoi le souvenir que vous avez du premier plat que vous avez essayé de faire, quoi, comme un grand? Moi, le premier plat que j'ai essayé de faire, c'était le mafé, que tout le monde connaît presque ici. C'est Morna, hein. C'était le mafé et je me rappelle, je l'avais fait et je l'ai mangé avec mes éducateurs de l'époque qui étaient là ce soir-là. Et Monsieur Philippe, peut-être, Jamel doit le connaître. C'est avec lui que j'avais mangé ce plat. Il était super content. Moi également, parce que ça faisait, je crois, 2 ans que je n'avais pas. Oui, voilà. Ça faisait 2 ans que j'étais pris en charge, mais on était baladé entre tous les cancers et tout ça. On n'avait vraiment pas cette opportunité-là. Et ensuite. Je peux dire un truc? Vas-y. Ouais. Il y a une époque aussi, il ne faut pas oublier, parce qu'on mangeait matin, midi, soir que des omelettes. Il ne faut pas oublier aussi. Ça c'était le début, ça. Ça, c'était le début. Il faisait ses omelettes, il faisait pour moi aussi. Il a dit, vas-y, mange ça. Là, il parle de mafé. Entre vous. Ah oui, parce qu'il y avait une époque. Matin, midi, soir. Parce que si vous voulez... Vas-y, excuse-moi. Non, j'avais fini. Non, je voulais juste dire que parce que si vous voulez, avant de moi, en fait, pour moi, c'est mon frère, en fait. Depuis le début qu'on s'est connus jusqu'à maintenant, nous sommes toujours ensemble. Et il y en a pas mal de mineurs avec lesquels on n'a pas trop nous ne sommes pas trop relationnels. Ou alors on s'est perdu de vue de part et d'autre parce que chacun s'était un peu éloigné, à l'extérieur et tout. Mais nous, malgré que nous ne sommes plus dans la même ville, on se voit quasiment toutes les semaines. Tout le temps, on était tout le temps ensemble. Que des fois, je cuisinais. Et lui, c'est lui qui faisait plus les œufs parce qu'il ne savait pas cuisiner. Ah, n'importe quoi. C'est toi. On va assister à... C'est lui qui me les a pris. Moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas les omelettes. Oui, c'est assez intéressant cette fraternité-là qui a existé justement dans le destin, dans des épreuves communes, pour des personnes qui n'auraient peut-être jamais su se rencontrer et que les routes de la migration après moi, ont fait se rencontrer. C'est ce que j'appelle de vrais amis, ce qu'on va dire, c'est que en fait, c'est des gens que tu forces pas l'amitié. Ça veut dire ça, ce que j'ai avec lui, c'est un truc que ça arrivait naturellement. Je me suis pas dit dans ma tête, oui, je vais faire ça pour être ami avec lui. Ce qui est arrivé, ça arrive naturellement. C'est juste, il s'est passé des trucs, il y a plein de trucs qui sont passés entre temps et malgré que toujours, il y a même passé des trucs, ça se trouve que il y a plein de preuves qu'on a passées et malgré tout ça, on est toujours en bon contact, on est toujours ensemble tout le temps. Donc, ça veut dire c'est des trucs, c'est ce que j'appelle une vraie amitié. C'est un truc, même amitié, on est comme des frères. C'est même pas. Ouais, vous êtes des frères, ouais. Et, alors, c'est des trucs que pas besoin même de forcer. Faut pas pleurer, hein, je vais te voir. Non. Alors, il y a une question qui a été posée. Est-ce que dans votre accompagnement, il y avait un psychologue, une psychologue, pour quelqu'un qui accompagnait quand les gens n'étaient pas bien ou pas? Bien sûr. Oui, Une fois, moi, on m'a proposé plusieurs fois à chaque fois parce que des fois, ça allait pas. Enfin, ça allait pas. On a les hauts et les bas toujours, hein, mais des fois, c'était pas très. Ça allait pas et du coup à chaque fois on m'a proposé, la psychologue elle est là, tout le temps on m'a proposé si tu veux aller la voir, machin. Et même sans aller là-bas, même les éducs qui sont toujours là à te demander, bah, écoute, ça va aller, machin, te dire des trucs. Après c'est à toi
Après, il faut avoir un bon contact avec les éduques aussi, parce que si les éduques ils te parlent et toi tu es là, tu leur fais la gueule, ben, eux aussi ils peuvent rien, hein, c'est pas de leur faute, hein. Ouais, Cher, tout à fait. cher, Oui, une petite précision sur l'accompagnement psy. ouais. Il faut bien entendre aussi que c'est sans contrainte, ça veut dire que c'est vraiment sur la libre volonté, Allez-y encore. adhésion du jeune, hein. Ouais. Donc, et c'est souvent une approche culturelle qui est bien différente de ce qu'ils ont connu, et il y en a très peu qui s'en saisissent quand même. Je sais que pour les équipes, c'est parce que le soin il est important, hein, l'accompagnement sur le soin et tout, et on n'a pas beaucoup de leviers parce que il y a un gros travail sur le culturel à faire, quoi. Il faut démystifier ce qu'est un psychologue. Ouais, un psychologue. Souvent, on nous dit que les psychologues, c'est pour les fous, hein, ça vient des jeunes, hein, pour eux, c'est pour les fous. Donc, c'est vraiment très, très long et difficile à mener. Ne serait-ce que la prise de médicaments. Mais rien que la prise de médicaments, parfois, c'est complexe. Juste peut-être une question qui est posée, c'est là où vous êtes actuellement ou même avant, quel lien vous entretenez ou est-ce que vous entretenez toujours des liens avec vos familles ou les membres de votre famille du pays d'origine? C'était quoi? Bien sûr, hein. Enfin, Si vous, pour moi, si vous entretenez des relations, des liens avec votre famille qui reste au pays ou des membres de votre famille restés au pays? Bien sûr, Oui, bien sûr. bien sûr. Même si ça se trouve, il s'est passé des trucs, il y a des raisons il y a des trucs qui sont passés, mais à un moment donné, tu grandis, tu comprends mieux les choses et tu vas te rendre compte que la vie est tellement belle que ça sert à rien de se faire la gueule. Ou même de garder. Donc c'est mieux de. Ça, vous vous appelez, vous donnez des nouvelles Après, donner des nouvelles, on va pas s'appeler tous les jours, mais des fois, pour demander si ça va, la forme, ça va. Après, moi, j'ai du mal, franchement, j'ai du mal avec le portable. Moi-même, les gens que j'ai à côté de moi, j'ai du mal un peu à. C'est pas de gérer, mais je sais pas, c'est un truc assez compliqué. Et les gens qui sont encore plus loin, alors là, c'est encore plus compliqué. Mais on fait en sorte. Et pour moi, Et juste avant de Landry, non, justement en parlant de culture, tu disais la dernière fois que maintenant tu arrives même, tu oublies même des fois la langue, quoi. exactement. Ça fait tellement longtemps que. Armando, tu disais des fois j'oublie même la langue, quoi. Ouais, que des fois Des fois, oui, je réfléchis, même quand je réfléchis en français. Et des fois, oui, c'est pas que j'oublie. Si on va discuter, mais il y a des mots, je vais te le sortir comme ça d'un coup. Même des fois, même des fois, ça se trouve, je vais sortir même un mot en albanais, tu vas rien comprendre. Les gens, ils me regardent des fois, ils me disent, bon, qu'est-ce qu'il raconte? Après, je me reprends. Mais Et ça donc arrive. Landry, par rapport à la famille, toi, Moi, en fait, enfin, je n'ai plus. Enfin, en Afrique, on a toujours une très, très, très grande famille. Mais pour moi, j'ai vécu avec ma maman et mes deux petites sœurs, en fait, dans un cadre où je ne peux pas dire qu'on était abandonnés par nous-mêmes, je ne peux pas dire ça, mais on était plus dans la capitale, en fait. Et du coup, après son décès, c'est qui est déjà la cause de mon pays pour aller n'importe où. Jusqu'à là, de diriger la site. En fait, j'ai mes petites sœurs qui sont parties vivre chez leurs parents, chez leur père, parce qu'on va dire que ce sont mes petites sœurs, elles sont reparties chez leur père, en fait. Et du coup, oui, elles ont le téléphone et moi, en tout cas, moi, je suis en contact avec elles parce que pour moi, c'est presque ma seule famille qui reste là-bas. Après, j'ai une très grande famille, mais franchement, de par mon histoire personnelle et tout ce qui s'est passé avec ma mère et tout ça, moi, je suis d'accord avec Armando, mais moi, ce sont des choses qui ont été très, très compliquées pour moi et qui fait que j'ai coupé tout contact et tous les liens avec ces publics-là, en fait. Voilà. C'est ta sœur, quoi. Tu gardes le lien avec ta petite Oui, sœur, mais quoi. mes petites sœurs, c'est mes amours. Mes petites sœurs, c'est mes amours et je suis en contact avec elles tout le temps. Et je prends des nouvelles et parfois, je peux aussi envoyer un peu de sous pour les petits besoins, quand ils ont besoin.
Mhm. Une dernière question, peut-être c'est à Gamel. On pose la question, c'est quoi la place que vous donnez à la culture quand vous dites culture, accompagnement avec les jeunes? Qu'est-ce que vous entendez par là, Gamel? Ah ouais, alors je réfléchis, parce que le mot culture est tellement vaste, mais Mhm. je vais reprendre les propos de ma collègue qui m'a fait une note. Nous mettons à l'honneur le partage des cultures. C'est une éducatrice spécialisée qui dit ça. C'est une Mhm. richesse de pouvoir découvrir de nouvelles cultures à travers la nourriture, des jeux, des débats, des danses, des discussions. Cela fait partie de l'ouverture d'esprit que nous tentons d'inculquer aux jeunes. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette question, Cher? Est-ce que tu peux préciser la question Non, du non, culture? en fait, c'est une question générale parce que souvent, quand on dit accompagner vers la culture, Ah oui, ben, certains essaient de oui, voir si c'est vers, c'est vers, je sais ok, pas moi, ok, le ok, théâtre, la ok, ok, musique, ok, ou est-ce que vous mettez ouais, en place des espaces où ils peuvent parler de leur culture, ok. Non, bah, partager, voilà, c'est large, hein. ouais. On est force de proposition, on les emmène vers des lieux comme la bibliothèque, la médiathèque, les musées. Donc ça, c'est une partie de la culture. On a eu accès à de la musique, donc des gens qui sont venus faire de la musique ici à la Mex. Il y a des jeunes qui ont pu faire des cours de guitare. Mhm. Et après, pour moi, la culture, c'est aussi leur permettre de s'exprimer et de valoriser ce qu'ils ont appris au pays et qu'ils comprennent qu'en fait, ici, eh bien, ce qu'ils ont été là-bas, ça va être une force. Donc, Mhm. ils n'ont pas à éteindre tout ce qu'ils ont été là-bas et que le parcours qui les a menés jusqu'à nous ne doit pas éteindre leur identité. Ici, ça va être une Mhm. force. Moi, pour Mhm. rebondir un peu sur la question de l'alimentation, j'ai lu l'étude d'Isabelle et Chantal et j'ai lu certains témoins. Je vais être intéressé par leur retour. J'ai lu des réactions de certains éducateurs qui parlaient, ça m'a fait rire, qui parlaient du riz omniprésent. Et moi, ça m'a fait bizarre. Enfin, nous, que si on peut manger du mafé avec les jeunes, on est heureux, quoi. Et c'est vrai que, comment vous l'avez ressenti, Isabelle et Chantal? J'ai- C'est pas un manque d'ouverture d'esprit, je sais pas. Mais quoi, le fait que les C'est jeunes demandent sur ouais. quoi manger du riz, en fait, Oui, c'était ça, non? En fait, que ça ait choqué les éducateurs, quoi. voilà, enfin, en tout cas, ça leur pose question et limite, ils en pouvaient plus, quoi. De ce riz omniprésent, Parce qu'en fait, je pense que il se joue autour de l'alimentation autre chose que le riz lui-même. Et c'est Mhm. pour ça que peut-être c'est ça qui est exprimé là, mais je pense que il aurait fallu qu'on puisse travailler encore plus profondément cette question. C'est pour ça que je soulève ouais. dans le rapport la question du lien entre la discussion professionnelle autour de l'alimentation et le vécu quotidien, émotionnel, affectif entre professionnels et les publics, quoi. Et je pense Mhm. qu'autour du riz, il y a autre chose, mais qui est peut-être à avoir aussi tout simplement avec l'adolescence. Avec, Mhm. ben, je pense que c'est un marqueur qui révèle quelque chose, mais qui en tant que tel, d'un point de vue professionnel, est à dépasser. Après, il y a aussi la question dont on parle peu, d'ailleurs c'est bien aussi pour ça que ça vous a interrogé, c'est qu'il y a aussi en France une question autour de la gastronomie, autour du manger, Ouais. etc., et qui en fait n'est jamais non plus évoquée et qui est considérée comme étant la gastronomie et alors que peut-être Ouais. il faut aussi justement en termes de multiculturalisme, en termes d'apport des cultures, se décentrer. Et donc là, il y a des Voilà, voilà, c'est ça Mhm. qui m'intéressait de votre part. On est d'accord que il ne faut pas penser qu'on a la connaissance. Je crois qu'on a les plus gros taux d'obésité dans le monde. Je ne sais pas si on est vraiment bien positionné pour donner des leçons sur ce qui est un bon plat équilibré, ce qui est une... Dites-moi. alors je ne pense pas que la France soit. Non, en Europe, moi je parle de l'Europe toujours. Ah oui, non, parce qu'au contraire, justement, en France, il y a la question de la commensalité du repas à la française Mhm. qui joue un rôle justement
assez protecteur hein, par rapport à ces questions alimentaires. Mais ça n'empêche que on voit bien qu'autour de l'alimentation, d'un point de vue professionnel, il y a des choses certainement à discuter, à remettre en question, qui permettraient aussi justement, c'est ce que je disais tout à l'heure hein, quand j'ai présenté notre enquête, des choses qui permettraient une certaine forme d'horizontalité dans les rapports, parce que mine de rien, par l'alimentation, par les menus, il y a une forme d'organisation de la société qui transparaît et qui justement, dans l'exaspération autour du riz, se traduit là, quoi. Et je pense que c'est un moyen de s'interroger aussi sur le type de rapport qu'en tant que professionnel, on peut instaurer, mais sans porter la pierre. Je pense les professionnels du travail social sont le produit d'une histoire eux aussi. Hein. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à interroger sans forcément se culpabiliser. En tout cas, on va aller vers la fin. Moi, j'avais envie juste de dire que dans ce qu'on est en train de traiter sur la question des MNA, de leur arrivée, de leur accueil, de leur accompagnement est lié effectivement aux ZDD. Cela fait signe aussi à quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, qui nous intéresse avec un ami que certains connaissent qui s'appelle Jean-Michel Lucas sur la question des droits culturels. Parce que j'entends des termes comme liberté, la dignité, même si elle n'est pas dite, mais elle est là aussi, quoi, qu'il faut, la question de la reconnaissance des jeunes dans leur singularité, dans leur particularité, être à l'écoute de leurs attentes, de ce qui est important pour eux maintenant, ce fait de les responsabiliser, de créer une relation de confiance et vraiment cette notion de liberté qui revient sans cesse, quoi. Et je trouve que ça renvoie vraiment à ce champ-là important aujourd'hui sur les droits culturels. Et ce qui se fait sans faire la publicité de la MEX, on peut y avoir fait ce travail-là sur la vidéo, et de ce que j'entends des témoignages des jeunes, et de ce que aussi a pu me dire et que j'ai observé avec Jamel. Je pense qu'ils sont effectivement dans un cadre qui est à la fois sécure et qui crée les conditions d'humanité pour permettre à ces jeunes-là, effectivement, de grandir. Alors, il faut bien sûr, comme Malinowski nous le dit, faire la distinction entre ce que l'enquêteur dit et ce que les enquêtés disent. Mais ce que les enquêtés disent, on peut, en tant qu'enquêteur, en tirer effectivement des éléments de théorisation et d'hypothèse, quoi. Et quand je vais, par exemple, dans une autre, le squat comme Kabako, ou le fait juste de poser un ampli, de poser un micro et de voir ces gamins-là prendre et chanter. Moi, j'ai vu des jeunes qui ont chanté dans leur langue et qui m'ont donné la chair de poule. Je suis du Sénégal, donc africain, mais je ne connais pas toutes les langues. Mais ils chantaient dans des langues africaines. Je ne savais pas ce qu'ils disaient, mais il y avait vraiment cette émotion. Et il y a 2 ou 3 d'ailleurs qui, bientôt, je pense, vont rentrer dans des circuits un peu artistiques parce qu'on leur a permis justement de se découvrir et, comme disait Jamel, de réveiller ce qui semblait s'être éteint. On vous remercie vraiment beaucoup, Isabelle et Chantal, de nous avoir exposé vos travaux, de prendre le temps dans ces temps incertains et complexes de nous accompagner dans ce travail-là, dans la clarté quand même de votre travail, parce que c'est un travail théorique, mais vous l'avez rendu vraiment accessible et ça, je vous en remercie beaucoup. Et puis de la spontanéité aussi de vos propos. À Jamel de sa disponibilité et de l'encourager dans ce qu'il fait. Voilà. Vraiment, c'est vraiment important. Et puis Armando et Landry, de vous souhaiter, et d'autres, que votre route soit encore plus belle. On se reverra. Landry, tu m'as promis un mafé, donc voilà. Et Armando, voilà. Moi, je ne sais pas cuisiner. Je sais, mais tu peux me faire un bon café. Je suis libre demain, je suis libre ce week-end, je ne travaille pas. Je peux t'accueillir. Moi, je suis en studio, j'enregistre en studio. Merci beaucoup. Merci à l'Institut des Afriques de nous avoir vraiment permis cette table ronde-là. Merci aux 40 ou plus de 40 personnes qu'on avait annoncées au départ qui ont participé à cette rencontre. La rencontre, elle est filmée, je crois.
on pourra effectivement la revoir en différé. Mais merci beaucoup Merci, chef. et à la prochaine fois. Merci à tout le beaucoup. monde. Merci. Merci, bonne Merci. journée. Bonne route à tout le monde. Au revoir. S'il Au vous revoir. plaît. Merci s'il vous plaît. beaucoup, merci Oui, qu'est-ce que tu vraiment. veux dire? Il y a Euh, Landry qui veut dire quelque chose. Landry, tu veux dire quoi? En Oui. fait, je voudrais juste dire merci à M. Garcia, M. Abel, Marina qui était le chef de service des juniors, nos éducateurs Sylvain, Philippe, Vinciane, Sophie, Anna, Jumel et tout le reste que j'oublie un peu les noms parce que ça ne me revient pas à l'esprit. Je voudrais leur dire merci pour l'accompagnement et tout ce qu'ils ont fait pour nous parce que franchement, sans leurs efforts professionnels et personnels, je pense que nous n'en serons pas à ce niveau aujourd'hui et je voudrais les remercier. Ok. Voilà, infiniment.